Et puis on a donc traversé le désert, on a été jusqu'au Niger, à Agadez, donc on a fait du hors-piste avec un Touareg. Et puis au retour, pour rejoindre la piste principale, la voiture est tombée en panne. Et là c'était une panne grave, parce que c'était la chaîne de distribution qui était cassée. Bonsoir, mon invité aujourd'hui est docteur en pharmacie, auteur de nombreux articles scientifiques dans des revues internationales et de plusieurs ouvrages sur les plantes médicinales. Il a voyagé à travers le monde pour nourrir sa passion, mais aussi et surtout pour la transmettre. En 1986, il fonde d'ailleurs la Société française d'ethnopharmacologie au cloître des Récollets à Metz. Jacques Florentin, bonsoir. Bonjour. Soyez le bienvenu sur le plateau de Moselle TV du Face à Face. Alors il y a tant de choses à dire sur votre parcours, 25 minutes ne suffiront pas, mais on va quand même essayer de vous redécouvrir à travers cette émission, en commençant par un peu d'actu. Alors il y a quelques semaines est sortie une bande dessinée qui vous est consacrée, son titre L'homme qui aimait les plantes. Alors voilà, vous pouvez la voir à l'écran. Le scénario est de Stéphane Piatzek, les dessins de Benoît Blary, édition Quadrant. D'où est partie cette idée de BD, Jacques ? Alors en fait, c'est Stéphane qui a dû trouver mon parcours sur Internet ou avec certaines documentations. Et puis un jour, il m'a contacté en me disant qu'il souhaiterait écrire un scénario sur ma vie au travers de la découverte du monde et des plantes. Et donc on s'est rencontrés à Metz, c'était en 2019, il y a déjà 3 ans. Et puis on a beaucoup discuté pendant toute la journée, il a visité le cloître, on a beaucoup parlé, on a échangé encore par la suite. On a ensuite, je lui ai adressé pas mal de textes sur mes récits d'aventure, de voyage. On s'est revus en 2022 dans les Vosges. On a été voir une herboriste. Il a regardé un petit peu comment je discutais avec les tradis praticiens sur l'usage des plantes. Et puis, j'ai envoyé aussi beaucoup de photos à Benoît, l'illustrateur. Et voilà, la pour s'appuyer sur quelque chose quand même. Voilà, la BD est ressortie 3 ans après, et c'est vrai qu'en la découvrant, j'ai été très agréablement surpris du résultat. À la fois, le récit est bien parce qu'il n'est pas linéaire, et les dessins m'ont beaucoup surpris par leur qualité, c'est de l'aquarelle, et aussi par la rigueur scientifique au niveau du graphisme des plantes. Il n'y a pas d'erreur botanique, il n'y a pas d'erreur de texte. Ça peut être compliqué, ça, effectivement, de distinguer un peu les différences, de ne pas confondre. Des pratiques ancestrales aux enjeux de demain passant par les connaissances actuelles. C'est un tour d'horizon assez large, finalement, de votre parcours et de vos conclusions aussi. Oui. L'histoire, c'est surtout autour des voyages des découvertes. Donc j'ai eu la chance de pouvoir visiter à peu près 70 pays, mais dans ma jeunesse, c'était des aventures faites par la route. Donc je suis parti d'abord en Turquie, ensuite un peu plus loin en Afghanistan, aller-retour en voiture, ensuite ça a été aussi le Pakistan et un peu le Cachemire, plus tard ça a été le Sahara pendant 2 mois en été, ensuite toujours par la route, à partir de Metz, ensuite ça a été de nouveau l'Afghanistan et puis l'Inde et le Népal. Après, ça a été le Yémen, et là, c'était la révélation. C'est là que je voulais aller faire mon service militaire. Et donc, je suis parti comme coopérant pendant 3 ans dans un hôpital yéménite et être responsable d'un laboratoire d'analyse médicale. La BD, c'est aussi un moyen de démocratiser finalement ce domaine, attirer un peu de nouveaux lecteurs, je pense aussi aux jeunes. Mais c'est sûr, parce qu'en fait, je crois qu'il y a une passion assez importante de la lecture des BD. On voit de plus en plus de jeunes qui s'intéressent effectivement. Et puis les BD ne sont pas seulement narratives, elles commencent à avoir des contenus un peu rigoureux, scientifiques, même des contenus historiques, des contenus... je trouve qu'il y a une grosse évolution au niveau de la BD. Aujourd'hui, on en est où dans nos connaissances sur les plantes ? Il y a encore beaucoup de choses à découvrir, leurs potentiels sont loin d'être exploités. Ah oui, alors je pense que sur les 300 000 espèces de plantes qu'il y a dans le monde, il y en a peut-être 30 000 qui sont médicinales ou qui ont au moins un usage médicinal, et il y en a 2-3 000 qui ont été bien étudiées. Donc il y a encore du travail d'exploration et d'études pour des générations. Comment vous voyez justement, maintenant que vous avez du recul, l'évolution des rapports des humains aux plantes? Quelle importance ont-elles aujourd'hui dans nos vies ? Alors ce que souvent on oublie, et je pense en particulier aux médecins, qui ont une forte tendance à ne pas trop apprécier la phytothérapie, l'aromathérapie, ils oublient que l'histoire de la médecine
les 2000 dernières années s'est faite avec les plantes. On n'avait pas de médicaments de synthèse et c'était uniquement le monde végétal qui fournissait les médicaments. Depuis les médecines savantes, où on a des textes anciens, de la médecine grecque, la médecine arabo-persane, la médecine indienne, la médecine chinoise, toutes ces médecines utilisent les plantes. Et donc aujourd'hui, on a depuis le XXe siècle de nombreux travaux scientifiques qui attestent les savoirs des guérisseurs. Et quand on vérifie avec un outil scientifique, eh bien on s'aperçoit que dans 75% des cas, on va confirmer l'indication du guérisseur. Donc il y a une véritable pertinence de ces savoirs traditionnels et c'est ce qui m'a surpris dès le début et c'est pour ça que je me suis engagé dans cette recherche tellement c'était intéressant. Aujourd'hui, c'est deux mondes qui s'affrontent ou ils doivent être complémentaires? On ne peut pas dire qu'ils s'affrontent parce qu'en fait, il y a un véritable engouement de la part des patients pour la phyto- et l'aromathérapie. On voit petit à petit que les pharmaciens, eux, ont déjà eu un enseignement au départ, mais se spécialisent dans des diplômes universitaires du phytoaroma un peu partout en France. Il y a des médecins qui s'intéressent, des vétérinaires, donc ça avance. Mais par rapport au nombre de praticiens, on est encore loin d'avoir une couverture assez suffisante pour la pratique de la phytothérapie. Alors vous êtes pharmacien, il y a eu des pénuries cet hiver de médicaments, on en parlait un peu partout. C'est encore le cas aujourd'hui? Oui, alors là c'est vrai que depuis que j'ai exercé, on n'a jamais eu autant de pénuries de médicaments. Certaines sont dues aux crises qu'il y a eu, on a eu la Covid-19, il y a la guerre en Ukraine, etc. Mais en fait le fond du problème, c'est que les industriels français ont sous-traité ou décentralisé tous les savoir-faire français, à la fois la production, à la fois la mise en gélule et en conditionnement pharmaceutique. Et maintenant, on dépend effectivement d'autres pays. Donc c'est un petit peu la même situation dans de nombreuses industries. On a délocalisé pour gagner en rentabilité, mais la conséquence, c'est que maintenant, on n'est pas servi les premiers quand on a besoin des produits. Quels sont les médicaments les plus concernés par ça? Il y a eu tout. Il y a eu des anticoagulants, il y a eu le paracétamol qui est quand même la molécule la plus banale qu'on puisse trouver en pharmacie, il y a eu des antibiotiques qui ont manqué pendant pas mal de temps, donc c'est quand même problématique. Mais on ose espérer qu'il y aura un recentrage en France de la production et du savoir-faire. Et justement, combien de temps ça peut durer encore ces pénuries? Ça va durer encore quelques années parce que je crois que pour l'industrie, c'est assez compliqué de pouvoir se réinstaller en France, rouvrir des chaînes de production, ça va prendre encore quelques temps. Alors on va revenir dans quelques instants sur votre parcours et vos péripéties aux quatre coins du monde. Mais d'abord, on marque une petite respiration, c'est la pause café. Première question, votre café plutôt court ou long? Le café plutôt court. Plutôt court. Votre plaisir coupable? Peut-être la bonne nourriture, mais surtout la découverte du monde, la passion de découvrir des nouvelles cultures, des gens. C'est pas une culpabilité, mais c'est vraiment une attraction extrêmement forte. La soif de savoir finalement. Voilà, la soif de découvrir le monde. Il y a tellement de beauté dans les paysages, de chaleur dans la nature humaine, de la diversité dans les pratiques et surtout la compétence qu'ont tous ces peuples dans l'usage de leurs plantes. Votre plus grand défaut et votre plus grande qualité? Alors, le défaut, c'est peut-être de garder au fond de moi beaucoup de choses, de ne pas trop communiquer sur mon ressenti. C'est sûrement un de mes défauts. Je ne communique pas suffisamment avec mon entourage, mes amis. Je garde beaucoup de choses sur moi. Mais d'un autre côté, j'ai une grande tolérance vis-à-vis des problèmes qu'il peut y avoir. Mais dans les qualités, c'est surtout la persévérance. C'est-à-dire que quand j'ai une idée en tête, je mets tout en œuvre pour l'assumer, même si c'est difficile. Et en fait, c'est vrai que Bélier ascendant Bélier, ça aide peut-être un peu dans la détermination. Et vous allez jusqu'au bout. Quel aurait été votre autre métier dans une vie parallèle? Quelque chose de complètement différent? Alors là, j'en ai déjà plusieurs des métiers. J'ai celui de pharmacien chercheur universitaire. Donc là, j'ai pris goût à la recherche, aux publications internationales. Ensuite, j'ai eu celui de pharmacien d'officine, puisqu'après 15 ans à l'université de Metz, j'ai repris une officine familiale et beaucoup développé la phytoaroma. Ensuite, une vie d'aventurier, une vie d'auteur. Il y a une certaine corrélation quand même entre tous ces métiers. Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de complètement différent qui vous a attiré à un moment donné Oui, non, vraiment, ça a été une droite ligne. Peut-être une tradition familiale. Alors ça a surtout été la découverte de mon professeur Jean-Marie Pelt,
que j'ai eu en première année à la faculté de pharmacie et qui m'a passionné à la fois parce qu'il était scientifique, mais aussi humaniste, philosophe. Et dans un cours de botanique qui peut paraître austère quand on décrit les différentes parties des plantes pour les classer, il avait toujours des anecdotes passionnantes de relations entre le monde végétal, le monde animal et l'homme. Et ça m'a passionné. Et c'est depuis en fait ma première année de pharmacie que je me suis dit que je vais passer ma vie dans le domaine des plantes médicinales et surtout un besoin d'aventure et découverte du monde. Alors n'en dites pas trop, on y reviendra sur votre parcours et votre relation avec Jean-Marie Pelt. Prochaine question, votre endroit, lieu, ville refuge, là où vous vous sentez le mieux. Alors vous êtes un explorateur, hein, mais il y a peut-être un endroit dans le monde où vous vous sentez particulièrement bien. Alors mon deuxième pays c'est le Yémen, parce que j'ai passé 3 années extraordinaires dans un pays d'une grande beauté, d'une grande hospitalité, d'une richesse humaine exceptionnelle. Et ce qui me désole, c'est de voir comment ça a changé en quelques décennies. Parce que autant à l'époque, c'est un pays où on pouvait travailler, se promener, avoir des relations extraordinaires avec la population. Et aujourd'hui, ça devient un pays extrêmement dangereux, parce que je pense qu'on peut être très rapidement pris en otage. Et quand je regarde la carte de mes voyages, et je me dis, si mes enfants, demain, voulaient refaire ces voyages plus possible. Vers l'Afghanistan, vers le Pakistan, vers le Sahara, vers le Yémen, bien c'est plus possible. Donc ça, c'est assez dramatique. Le monde s'est refermé autour de nous en quelques décennies. Est-ce que vous avez peur de la routine, Jacques ? Non, je ne connais pas la routine parce que j'ai toujours plusieurs fers au feu. Et donc, non, je n'ai pas de sensation d'être dans la routine. L'anecdote de voyage que vous n'oublierez jamais ? Oh, ça a peut-être été un voyage dans le Sahara. On était parti donc avec une Land Rover à 4 personnes, traverser le Sahara en été, donc il faisait très chaud. Et puis on a donc traversé le désert, on a été jusqu'au Niger, à Agadez, et après on devait remonter par l'Aïr pour aller vers le Ténéré. Et là, à un moment donné, on nous a sollicité pour aller soulager une femme qui était tombée dans un puits. Donc on a fait du hors-piste avec un Touareg, et puis au retour, pour rejoindre la piste principale, la voiture est tombée en panne. Et là, c'était une panne grave, parce que c'était la chaîne de distribution qui était cassée, et donc on ne pouvait pas la réparer. Donc on est parti à un village voisin, il y avait une vingtaine de kilomètres en dromadaire à faire, et le lendemain, il y a eu des pluies diluviennes, et là, on a appris... Rien qui allait vraiment. Voilà, donc là, il n'y avait pas plu depuis 7 ans. C'était vraiment l'année de sécheresse au Sahara. Et là, il a fallu aller à Agadez. Il y avait 180 km à dos de dromadaire. Donc on a un de nous 4 qui est parti. Combien de temps ? Et on a attendu 10 jours qu'il revienne et on ne savait pas s'il allait revenir. Donc là, c'est vrai que ça a été assez préoccupant parce que plus personne ne passait. Hein. Les pistes avaient été emportées. Mais il est revenu quand même au bout de 10 jours, ça nous a soulagés. Mais ça, c'était un événement marquant. Avec le recul, ça reste un souvenir, un bon souvenir entre guillemets, que vous pouvez raconter maintenant. Si vous aviez la possibilité de changer une chose sur Terre, n'importe quoi, qu'est-ce que vous feriez ? C'est de faire en sorte que l'homme arrête de se faire la guerre. Parce que là, ça devient insupportable quand on voit tous les conflits qu'il y a partout. Et la trame de mes voyages, ce qui m'intéresse dans mes voyages, d'abord, c'est la découverte des peuples, des hommes, des paysages, leur beauté. C'est ensuite la découverte des pratiques sur les plantes, mais c'est aussi la géopolitique. Et ça me passionne de voir un petit peu comment l'histoire s'est constituée et malheureusement comment souvent elle se répète. Et dans beaucoup de pays, j'ai vu des changements. Par exemple, en Afghanistan, il y a eu, à un moment donné, la première fois où j'y étais, c'était une royauté. Je suis retourné 2 ans après, c'était une république. La transition n'aurait pas été dramatique, il n'y a pas eu des milliers de morts. Mais depuis, il y a eu l'invasion de l'Afghanistan par les Russes, 1979. Ensuite, il y a eu les attentats du World Trade Center, l'invasion par les Américains et les Occidentaux de l'Afghanistan. Et résultat, ça fait 40 ans qu'ils sont en guerre. Maintenant, tous les Occidentaux sont repartis et la guerre civile continue et ne s'arrête pas. Donc c'est ça qui est dramatique. C'est qu'on intervienne ou qu'on n'intervienne pas, il y a souvent des querelles graves, des guerres civiles graves. Et je pense que peut-être les influences étrangères ne sont pas très favorables. On va prendre le temps maintenant, Jacques, de revenir plus en détail sur votre parcours. Où est-ce que vous avez grandi alors et dans quel contexte ? Racontez-nous un petit peu. Alors moi j'ai grandi à Metz, je suis né en plein centre-ville, place Saint-Martin.
Et puis ensuite, à partir de l'âge de 12 ans, mes parents ont construit une maison à Longeville. Et donc c'était beaucoup plus bucolique. J'étais au pied du Saint-Quentin. Et effectivement, toute ma jeunesse, j'allais me promener dans les fortifications militaires de ce lieu exceptionnel et préservé qu'est le Mont Saint-Quentin. Quand est-ce que vous est venue votre vocation alors? Alors la vocation, elle est venue dès la première année de pharmacie. Là, c'est quand j'ai rencontré Jean-Marie Pell, je me suis dit, il faut que j'aille dans le domaine des plantes médicinales. Et vous l'avez rencontré comment? La première année, en ayant Jean-Marie Pell comme professeur à la fac en première année de pharmacie. J'avais déjà fait un voyage avant en Turquie, mais là, ça a été vraiment déterminant. C'était un peu votre mentor. Quelle relation vous aviez avec lui? Alors, dès la deuxième année, j'ai été lui demander si je pouvais travailler avec lui. Donc, il m'a dit pas de problème, hein, comme étudiant bénévole dans son laboratoire de recherche. À l'époque, il travaillait sur les plantes de l'Afghanistan, puisqu'il y avait Shafik, un Afghan, qui terminait sa thèse sur les plantes afghanes. Jean-Marie Pell avait lui-même effectué une ou deux missions en Afghanistan, d'enseignement et de recherche. Et donc, tout naturellement, je me suis initié à la recherche chez lui. Et en terminant mes études de pharmacie, il m'a demandé de me spécialiser en pharmacologie. Je me suis spécialisé en immunologie aussi, en écotoxicologie. Et après, ne voulant pas faire mon service militaire en France, j'ai pu avoir un poste de coopérant au Yémen. Donc voilà un petit peu l'histoire. De tous les pays que vous avez visités, plus de 70, vous le disiez tout à l'heure, que vous avez découvert, étudié, lesquels vous ont particulièrement marqué? Alors vous avez parlé du Yémen, l'Afghanistan. Voilà, alors il y a eu le Yémen, l'Afghanistan, le Sahara, j'aime beaucoup le désert. J'ai besoin tous les 3-4 ans de me ressourcer un petit peu dans le désert. Donc le plus beau c'est le Sahara. Celui d'Arabie est moins surprenant, moins diversifié que, vous ressourcez que le Sahara. Pourquoi alors? Pour le calme? Voilà, le calme, la confrontation avec les éléments. Vous avez besoin d'être seul aussi? Vous avez ce besoin-là? Parfois j'aime beaucoup voyager seul aussi, oui. Oui. Ça facilite beaucoup les contacts avec les populations, parce que forcément on a besoin de communiquer, besoin de parler. Et puis j'ai beaucoup aimé comme pays aussi la Patagonie. Là c'était quand même puissant. Tout ce sud de l'Amérique, vraiment intéressant au niveau des paysages, au niveau de la flore. Et le plus particulier au niveau de la flore, c'est deux régions du monde qui m'ont vraiment surpris. Ça a été la Nouvelle-Calédonie. Et là, on a une flore qui n'a rien à voir avec toutes les autres flores du monde. Et on se croirait dans un Jurassic Park. Et ensuite, ça a été la flore de l'Afrique du Sud, où là aussi, il y a beaucoup de plantes qui ne poussent que là-haut, les protéacées, etc. C'est assez exceptionnel. De vos rencontres sur le terrain, qu'est-ce que vous retirez? Quelle était la part de l'humain finalement dans vos recherches? Alors la part de l'humain elle est fondamentale puisque pouvoir s'intéresser aux plantes, il faut pouvoir discuter avec les gens et un peu partout il y a un accueil. Et comprendre les cultures. Voilà, un peu partout il y a un accueil extrêmement important et chaleureux, mais il faut avoir bien expliquer les choses, avoir un statut social. Parce que partout dans le monde, les tradipraticiens, les guérisseurs ont peur en fait du piratage du savoir. Ils ont peur qu'on vienne prendre leur savoir et qu'après on vienne leur revendre des médicaments avec les plantes qu'eux-mêmes ont sélectionnées. Et ça peut être le cas des fois. Comment? Ça peut être le cas des fois. Ça peut être le cas, bien sûr. Donc c'est pour ça qu'au niveau de notre association, l'ethnopharmacologie à Metz, on développe l'éthique. L'éthique, c'est effectivement de ne pas accaparer le savoir, mais de le rendre. Et pour le rendre, les enquêtes que l'on a faites, eh bien, c'est de les publier. Et là, ça appartient à la communauté internationale. Mais les relations que j'avais étaient facilitées avec les tradipraticiens ou les guérisseurs, parce que quand j'étais au Yémen, j'avais un statut social, j'étais pharmacien à l'hôpital, mais je connais bien les plantes. Et donc, il y a un échange. J'apprends beaucoup d'eux, mais ils apprennent aussi de moi. Parce que sur certaines plantes, je peux leur dire, ben voilà, celle-ci, on a prouvé telle propriété, sur telle autre, telle indication, etc. Donc comme il y avait un échange, ça facilitait beaucoup la confiance entre les deux personnes. C'est du donnant-donnant. Oui. En 1986, vous créez la Société française d'ethnopharmacologie au cloître des Récollets à Metz. Vous êtes fier du chemin parcouru depuis cette date avec un réseau qui a évolué, grandi, qui s'est étoffé? Oui, alors l'idée de la création de la société est la suivante. Quand j'ai fait mes enquêtes de terrain au Yémen, j'ai recensé 160 plantes. Première question que je me suis posée, est-ce qu'elles marchent? Est-ce qu'elles sont efficaces? On ne sait pas. Donc, en rentrant à Metz, avec Jean-Marie Pell, j'ai eu un poste
de maître de conf à l'université de Metz et j'ai créé le laboratoire de recherche au Clos des Récollets, universitaire. Et quand on travaille sur les plantes, bien je m'étais spécialisé en pharmacologie et ça permettait tout de suite de vérifier si oui ou non la plante est efficace. On avait des rats, des souris, des cultures cellulaires, des organes isolés, etc. Mais la question, quand on travaille sur les médecines traditionnelles, c'est que pour les comprendre, on a besoin des sciences humaines. Et le seul moyen d'étudier les médecines traditionnelles, c'est de faire travailler ensemble des ethnologues, des linguistes, des historiens, des pharmaciens, des chimistes, des botanistes. Or, les universités ont séparé sciences de la vie, sciences de l'homme. Et l'objectif de notre association, ça a été de remettre ensemble toutes ces compétences et de les faire travailler ensemble sur les pratiques traditionnelles. Et ça marche très bien. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous proposez au Cloître des Récollets, des visites notamment, des jardins? Voilà, alors aujourd'hui, déjà, on a plus de 32 ans d'existence. On a 500 à 600 membres qui sont membres de l'association et qui prennent un abonnement chaque année. On réalise à Metz une très belle revue sur les plantes médicinales et les médecines du monde. Et ensuite, on organise des formations, et surtout pour les Messins, pour les Mosellans. Le grand public. Pour le grand public, on fait des visites guidées pendant toute la belle saison. Des jardins. On a 2 jardins, un 3e en construction. Le jardin des plantes médicinales qui soignent, donc toute l'herboristerie, etc., des plantes non toxiques. On a un jardin des plantes toxiques qui ont donné des grands médicaments, comme les anticancéreux. On va faire très prochainement un jardin des plantes à huile essentielle, des plantes aromatiques. Et puis on a créé aussi l'Apothicarium, qui est un musée de la pharmacie exceptionnel qu'on peut visiter. Donc voilà, beaucoup d'activités et de projets en cours. Et je vous invite, chers téléspectateurs, à aller voir ça au Cloître des Récollets. Jacques, on va conclure en testant un petit peu vos connaissances. C'est l'heure de l'addition. Alors j'espère que vous avez révisé. On va faire un quiz sur les plantes, 10 questions. On fera les comptes à la fin, même s'il n'y a rien à gagner. Vous êtes prêts? Je suis prêt. Allez. Première question, quelle plante est surnommée l'opium du cœur? Donc à chaque fois, j'ai 3 propositions de réponse. Le pavot somnifère, le digital pourpre ou le chanvre indien? On pourrait dire les deux. On pourrait dire l'opium, puisque ça a été la plante la plus importante en matière d'anesthésie, d'antidouleur, d'analgésique. La deuxième, c'était... Le digital pourpre. Alors, on pourrait dire digital pourpre parce qu'effectivement, c'est une plante très toxique, mais quand on extrait la digitaline et qu'on l'administre à la dose de 0,1 mg par adulte, on en fait un tonique pour le cœur. Donc c'est peut-être la deuxième. C'est la deuxième, effectivement. Votre raisonnement est très juste. Deuxième question, quel arbre est employé dans le traitement des cancers? L'if AB, le pin parasol ou le cèdre du Liban? L'if. L'if, effectivement. Et on utilise l'if européen. Les Chinois utilisent l'if chinois. Et les Américains avaient travaillé sur l'if du Pacifique, mais c'est le français qui sert à faire ces médicaments anticancéreux. Très bonne réponse, 2 sur 2. Troisième question, le pavot somnifère est originaire d'Asie, vrai ou faux? Oui, le pavot somnifère est originaire d'Asie et les grandes cultures actuellement, c'est malheureusement l'Afghanistan qui fournit un latex blanc qui, quand il sèche, forme le pain d'opium. Et dans le pain d'opium, on a à peu près 10 à 15% de morphine. Il faut continuer votre sans faute. Quatrième question, quel médicament a été élaboré à partir de l'écorce du saule blanc? L'ibuprofène, vous l'avez peut-être tout de suite comme ça? Oui, à partir du saule blanc, c'est l'aspirine. L'aspirine, voilà, puisque c'est l'écorce de saule blanc ou la reine des prés qui ont permis d'isoler. C'est pas l'aspirine, c'est un précurseur de l'aspirine et il y a une petite acétylation qui a donné l'aspirine. Cinquième question, cette plante contient une substance qui combat efficacement le paludisme. Il s'agit de, est-ce que vous l'avez comme ça ou je vous donne... Le cassina et puis l'armoise annuelle chinoise. L'armoise annuelle, j'ai effectivement très bonne réponse. Sixième question, quelle propriété thérapeutique attribue-t-on à l'avoine? Tonifiante, analgésique ou cicatrisante? Tonifiante et un petit peu cicatrisante. Moi j'ai tonifiante, effectivement son grain énergétique tonifie, équilibre les nerfs, atténue l'insomnie et le stress. Les Romains pensaient d'ailleurs que ces utilisateurs gaulois et germains bénéficiaient grâce à elle d'une longue vie. Septième question, laquelle de ces plantes est utilisée pour combattre les poux? La lavande, la reine des prés ou l'amamélis? Je ne sais pas si je prononce bien. La lavande. La lavande, voilà. Très bonne réponse. La reine des prés antalgique, l'amamélis est tonique veineux, donc ça sera
la lavande. D'ailleurs, on utilise la lavande aussi, ou l'huile essentielle de lavande, on peut en mettre quelques gouttes sur un peigne ou sur les habits des enfants pour éviter effectivement l'infestation avec les poux. Bon conseil chez vous si vous avez ce problème. Huitième question. En France, combien existe-t-il de plantes médicinales en vente libre? 148. 148. La réponse cache effectivement sont en vente libre 148. Les autres sont en vente exclusivement en pharmacie. Et enfin, dernière question. Combien d'années sont nécessaires en moyenne pour élaborer un médicament? 2 ans, 5 ans ou plus de 10 ans? Alors pour avoir un médicament brevetable, donc une nouveauté, il faut compter 10 ans. Effectivement, entre la recherche de la plante, la caractérisation des constitutifs et les essais cliniques et la mise sur le marché, il s'écoule plus de 10 ans. Voilà, cette émission touche déjà à sa fin. Jacques, merci pour votre venue. Donc, votre actualité, c'est cette BD, L'homme qui aimait les plantes, oui, qui est sortie récemment, mais il y a aussi d'autres livres qui sont sortis il y a quelques temps. Pouvez-vous un peu nous en parler? Alors, il y a un ouvrage sur la phytothérapie, donc comment on peut utiliser les plantes, avec toute l'histoire de ces plantes au travers 2000 ans de civilisation. Ensuite, il y a une partie où il y a des propriétés qui sont démontrées, et enfin des conseils pour l'utilisation, puis les dosages, les posologies. Puisque maintenant, au niveau européen, on a une agence européenne qui nous donne les doses qui doivent être utilisées pour préparer les infusions. Et puis un autre sur les huiles essentielles, l'aromathérapie. J'avais sorti un plus gros volume il y a quelques années, mais cette année, j'ai sorti un petit guide pratique où très rapidement, on arrive avec un index thérapeutique à trouver l'huile essentielle qui convient et sa posologie. Voilà, vous les avez vus à l'écran, n'hésitez pas à vous les procurer. Merci encore Jacques Florentin de votre venue et puis à bientôt. Eh ben, merci bien pour cette émission, c'est passé très vite finalement. Ça passe toujours très vite. C'est vrai. Hein. Merci et puis merci à vous de nous avoir suivis chez vous. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité. D'ici là, portez-vous bien. Bonne soirée sur Moselle TV.